On propose de commencer un débat sur le pluralisme des médias et en même temps sous la menace des grands groupes financiers. Donc je vous propose de vous installer, si vous le souhaitez, pour ce débat qui va réunir 4 débatteurs que nous avons invités et qui nous ont fait l'amabilité de venir. Je pense à Yves Tréhard, qui est de la direction de la rédaction du Figaro, qui est venu. Marc Perrat, qui est secrétaire général de la Filpac CGT. Denis Siffert, qui est directeur de la rédaction de Politis. Je vous laisse t'encourager. Et Patrick Appelmuller, qui est directeur de la rédaction de l'Humanité. Si vous voulez, on va commencer. On a prévu de faire un débat en 2 parties, avec en première partie peut-être un examen de la situation actuelle, et en seconde partie, on s'attachera plus à l'exercice du pluralisme dans ces conditions. Alors, aujourd'hui, on assiste depuis quelques mois, mais c'est en fait lancé depuis plusieurs années, on remonte ça un petit peu aux États généraux de la presse écrite de 2008, où il était ressorti, selon le résumé qu'en avait fait Nicolas Sarkozy, qu'il fallait 2 ou 3 grands champions nationaux. Aujourd'hui, on assiste à 6 ans plus tard, à l'explosion de grands groupes de communication, et on l'a vu ces derniers mois. On a Altis Media qui est venu, qui est issu du groupe de Patrick Drahi, qui maintenant a racheté tour à tour Numérica, puis Numérica l'a racheté SFR. Ensuite, il y a eu des alliances faites avec... il a racheté, comment ça s'appelle, Libération. Il a investi en fait 28 millions d'euros dans l'affaire. Il y a eu ensuite à son actif l'achat du groupe Express Roularta avec l'Express. Il a aussi créé dans le même temps la chaîne I24 News, qui est une chaîne franco-israélienne pour le Proche-Orient. Et puis il a ensuite, tout dernièrement, même vendredi, il a encore, il y a quelques semaines plutôt, il a noué des contacts très avancés avec Alain Veil pour le groupe Next Radio pour organiser une fusion qu'on pourrait qualifier d'absorption du groupe Next Radio, qui est l'éditeur de BFM TV, entre autres. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à la constitution de groupes qui ont en commun d'avoir radio, télévision et puis presse écrite. Et puis, on le voit même, y compris, alors j'avais oublié de le dire, mais bon, Bolloré, on a suivi tous les événements. Au-delà même du phénomène Guignol, qui a été le point traité dans la presse, la mainmise du groupe Bolloré sur le groupe ça s'appelle Canal+, Bolloré, qui est maintenant devenu président du conseil de surveillance de Vivendi, et qui vient de changer les 8 têtes principales du groupe Canal+, et qui a même évincé Thierry Tuyet, parti de France Télévisions au mois de juin, et qui, 3 mois après, cherche du boulot. Donc, on a ce paysage, et en même temps, on le sait nous pertinemment à l'Humanité, la presse a du mal à vivre, donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Alors peut-être qu'on va attaquer avec peut-être une question à Yves Tréhard, qui nous a fait l'amabilité de venir, braver la pluie, mais c'est un fidèle de la fête, il vient souvent. Quand vous voyez tout ce mouvement qui se déroule avec concentration des grands groupes, vous êtes vous-même dans un groupe qui a une surface financière importante, groupe Dassault. Le train qui passe là avec des groupes qui se constituent, radio, télé, presse écrite, vous le voyez comment quel est votre... Parce que vous n'êtes pas dans la télé. Bonjour et merci à l'Humanité, à la Fête de l'Humanité de m'avoir invité. Preuve de pluralisme s'il en est.
étant entendu que le Figaro ne partage pas toujours les mêmes opinions que l'Humanité. Oui, ça se saurait. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je le fais aussi pour vous, et je le fais en mémoire d'un garçon, d'un homme qui était vraiment un ami, qui s'appelait Claude Cabane, qui était donc le directeur de ce journal pendant de longues années, et qui était vraiment un très proche, un intime pour moi. Et je regrette énormément sa disparition. C'est un homme extraordinaire. Alors pour répondre à votre question, je dirais que c'est vrai qu'on est dans un monde où, pas uniquement en France d'ailleurs, c'est vrai à l'étranger, de plus en plus de journaux, de médias, parce que maintenant il faut parler de médias, eh bien, se rassemblent. Et il y a un phénomène de concentration qui n'est pas nouveau d'ailleurs, hein, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et je peux en parler d'autant plus savamment que le Figaro a appartenu pendant longtemps à un monsieur qui s'appelait Robert Hersant, qui a été propriétaire du Figaro pendant une vingtaine d'années. Et Robert Hersant était le symbole, ou symbolisait aux yeux de beaucoup, symbolisait justement cette concentration. Il avait plusieurs titres dans sa poche, des titres nationaux, Le Figaro, France Soir à l'époque, l'Aurore, et il avait une cinquantaine de journaux en province qui appartenaient aussi à son groupe qui était divisé en deux, de telle sorte d'ailleurs que François Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir en 1981, avait fait adopter une loi qui a été adoptée en 1984 contre la concentration de la presse, et à l'époque on parlait de la presse écrite. Pour avoir vécu cette période, et puisque j'ai commencé ma carrière en province, au Dauphiné libéré, je dois dire que beaucoup de ces journaux de province n'auraient pas survécu si Robert Hersant ne s'était pas porté acquéreur de ces journaux. Alors c'était au détriment du pluralisme de l'opinion, évidemment, même si Robert Hersant était finalement assez peu interventionniste dans ces journaux, je peux le dire. Donc c'est pour vous dire que tout ça n'est pas récent. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où il est difficile, très difficile, d'être seul. D'être seul, un journal seul, et l'Humanité en sait quelque chose, parce que c'est un journal qui économiquement souffre beaucoup, eh bien, c'est difficile de se faire entendre, de se faire, d'être acheté, d'être lu, quand on n'est pas associé dans un conglomérat avec radio, télévision, journal. De plus en plus, vous voyez bien, vous avez cité le cas de Patrick Drahi, ce nouveau tycoon de la presse française, qui a à la fois des télévisions, qui a un hebdomadaire, qui a un quotidien. Vous avez oublié de dire qu'il était propriétaire de Libération. Si, je l'ai dit. Vous l'avez dit, pardon. 28 millions d'euros. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Patrick Drahi se retrouve à la tête d'un conglomérat qui est pour le moins peu homogène, parce que la ligne éditoriale de Libération et celle de l'Express, elles n'ont pas grand-chose de commun. Mais ils vont partager les mêmes locaux bientôt. Et ils vont partager les mêmes locaux bientôt. Tout comme d'ailleurs récemment, parce que ça c'est moins su, mais que les Échos ont racheté le quotidien Le Parisien, qui sont aussi sur deux planètes très différentes, on va dire. Alors, on peut, et je fais partie de ceux qui déplorent évidemment qu'il n'y ait pas un pluralisme de la presse qui fait que c'est un propriétaire un journal, un propriétaire une télé, un propriétaire une radio. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est le principe de réalité, j'en suis désolé, mais si ces gens-là n'investissaient pas dans la presse et si ils ne participaient pas d'une certaine façon, eh bien, je dirais, à renflouer capitalistiquement ces journaux n'existeraient plus, disparaîtraient, y compris le Figaro. Je peux vous dire que le Figaro, qui appartient, vous l'avez dit, à un monsieur qui s'appelle Serge Dassault, qui a racheté ce journal il y a maintenant 11 ans, on peut être critique à l'endroit de Serge Dassault, mais moi, je sais que si Serge Dassault n'était pas là, on se retrouverait dans les mains peut-être probablement d'un très grand capitaliste, un autre grand capitaliste, mais c'est la survie. Et moi, si je suis au Figaro, c'est parce que je partage les idées que publie ce journal. J'en suis un des éditorialistes, j'ai pas honte de le dire. Je le crie haut et fort, mais je me battrai pour que l'Humanité continue à vivre, je me battrai pour que Libération continue à vivre,
Parce que c'est ça qui fait la richesse d'un pays, et c'est ça qui entretient la démocratie dans un pays. Donc, le Figaro appartient, et je vais en finir là pour que mes petits camarades puissent parler, appartient à un monsieur qui n'a pas cherché, contrairement à d'autres d'ailleurs, j'en suis persuadé, il a acheté le Figaro non pas pour faire du fric, pour parler vulgairement. Parce que si vous voulez acheter un journal pour faire du fric, il faut mieux faire autre chose, quoi, hein, je dirais même qu'il a plutôt tendance à en perdre qu'à en gagner avec le Figaro. Oh, ça rapproche des pouvoirs. Voilà, alors, il est là le sujet. Le sujet, c'est que ces magnats, ces grands patrons de presse, qui sont généralement des gens qui vivent fort aisément, quand ils achètent un journal, quand ils achètent une radio, quand ils achètent une télévision, c'est pour avoir du pouvoir. Et ça, il est évident que, et on ne peut pas le nier, et on ne peut pas lui contester d'ailleurs, Serge Dassault voit dans la propriété du Figaro un moyen de faire passer peut-être ses idées, en tous les cas, de compter dans le paysage et la réflexion intellectuelle française. C'est comme ça qu'il l'entend, en tous les cas. La question qui vous brûle les lèvres, j'en suis persuadé, mais je peux vous répondre, savoir est-ce qu'il est très interventionniste, par exemple. Est-ce que, par ses interventions... alors, je répondrai de deux façons. D'abord, il n'en fait pas un objet, le journal, de promotion de ses autres activités. Et je vous défie d'ailleurs de voir dans le Figaro le fait qu'on fasse la promotion de ses avions. Hein, quand il y a un événement qui concerne son industrie, on en parle, comme tout le monde, mais c'est pas avec ça qu'il compte vendre des avions ailleurs. Hein. Enfin, ça l'a bien aidé cet été, quand même. Ben non, parce que nous, on était comme les autres, on en a parlé, mais on n'a pas... voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan politique, il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Il est certain que s'il y a des idées qui sont véhiculées par ce journal qui lui déplaisent, il le fera savoir. Mais nous, on contre-argumentera. Voilà. Il y a eu quelques exemples, mais enfin, c'est pas... Si vous voulez, vous me posez des questions. Sur ça sera un autre débat, mais entre nous. Marc Perrin, le secrétaire général de la Philpac CGT, je dirais presque que vous êtes à l'autre bout de la chaîne, puisque quand même l'essentiel de la fédération CGT du livre est celle qui fabrique les journaux, en fait. Hein. Donc, je voudrais savoir quel est votre regard sur cette situation, même y compris peut-être en réaction tout de suite aux propos que vient tenir Yves Tréhard. Merci Claude. J'ai envie de dire tout de suite qu'il y a deux manières d'aborder le sujet de la défense du pluralisme. Il y a une manière un peu convenue, un peu tarte à la crème, qui est souvent celle que l'on voit dans les médias, puis il y a une manière un peu plus politique. Et moi, je vais proposer de la traiter de manière un peu plus politique que tarte à la crème. C'est vrai, c'est désespérant de voir ces grands patrons, ces grands groupes, comme par hasard ou d'une manière inattendue, prendre le pouvoir sur les médias. Ça, c'est un peu tarte à la crème, et même un peu beaucoup tarte à la crème. Ce qui est nouveau, parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles, ce qui est nouveau, c'est que l'information est en train de changer de nature. Et en changeant de nature, cette information, elle devient et elle se monétise à une échelle effectivement mondialisée, qui fait que ces nouveaux grands tycoons ou grands patrons sont pas là par hasard, ni simplement parce que ils veulent investir dans des activités nouvelles. Non, il y a bien un rapport de pouvoir économique et de pouvoir politique dans l'avènement effectivement du numérique et des transformations que ça engendre. Les investissements dans ces grands groupes ne se font pas. Ne se font pas. Aujourd'hui, les grands groupes qui ont, soi-disant, les moyens financiers d'investir, n'investissent aucunement dans les médias. C'est notre point de vue, puisque nous nous apercevons de quoi? C'est qu'on ferme de plus en plus de sites industriels, on réduit de plus en plus de rédactions, on utilise de plus en plus de fonds publics pour avoir des investissements exclusivement dans la dimension numérique et la dimension qui va arriver bientôt comme une évidence pour tout le monde, ce qu'on appelle le big data.
Et donc tous ces grands groupes, M. Drahi, M. Bolloré, sont effectivement en embuscade, puisque ça va être le pouvoir de demain, exclusivement économique, à travers l'économie numérique. Alors mon propos n'est pas de dire il faut revenir au plomb et puis virer tout ça. Mon propos est de dire que la défense du pluralisme, la défense des titres, doit passer par une autre dimension du débat politique sur la liberté d'expression. Parce que le monde robotisé, le monde individualisé du numérique, la marchandisation des données privées, puisque c'est de ça dont il s'agit, au travers les bases de données de lectorat qui intéressent tellement encore aujourd'hui le marketing des médias. Voilà, donc on est dans cette situation-là. Et encore un peu de ne pas réagir à la situation actuelle et ne pas regarder effectivement les choses en face, ou se dire simplement, Monsieur Tréhard, Serge Dassault n'est pas si méchant que ça. Non, il n'est sûrement pas si méchant que ça. En revanche, je pense que ça, c'est le monde un peu du bisounours. Ce qui est nouveau, c'est effectivement ce qui est en train de se passer, qui est en train de tuer, ça c'est la conviction qu'on a, le lien social, les rapports sociaux, et également la liberté d'expression et le pluralisme. Alors moi, je vais réagir à Yves Tréhard et puis on passera la parole. Je réagirai parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Évidemment, il se livre une lutte, mais mortelle, les ticons, pour effectivement avoir la possession, la propriété, parce que c'est là que l'avenir est. Il ne faut pas être dans le nostalgisme. C'est vrai que les papiers, moi je fais partie de ceux qui pensent que les quotidiens papier ont un avenir plutôt sombre, et je ne sais pas si dans 50 ans, on pourra encore aller au kiosque, un journal, pour acheter un journal quotidien. J'en doute beaucoup. D'abord parce qu'il n'y a quasiment plus de kiosques. Quand je suis rentré dans cette profession il y a 35 ans, il y avait 36 000 points de vente en France, il n'y en a plus que 26 000 aujourd'hui. Hein, c'est catastrophique. Donc c'est vrai que l'enjeu pour ces propriétaires de presse, de médias, c'est de se porter sur l'Internet. Et là, il se livre une lutte à mort. À mort. Elle est mortelle, cette lutte. Pourquoi elle est mortelle? Parce qu'ils bidouillent tous, d'une certaine façon. Le modèle économique des nouveaux médias n'est pas encore acquis. On ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des grands journaux, des grandes télés, des grands radios ont des sites Internet, mais qui ne leur rapportent pas beaucoup d'argent. Ils cherchent le modèle économique parce qu'on est sur un modèle qui est aujourd'hui celui de la gratuité. Ça, c'est la première réflexion que je voudrais faire. La deuxième réflexion que je voudrais faire, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, autant j'étais d'accord pour le premier point, mais pas le deuxième. Je pense que la liberté d'expression aujourd'hui, grâce aux nouveaux médias, n'a jamais été peut-être aussi forte. Parce que, et c'est une des menaces d'ailleurs pour les journalistes que nous sommes, les journalistes professionnels, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle le citoyen journaliste. C'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut apporter des informations sur les sites Internet. Et ça, c'est d'ailleurs un grand danger, parce que c'est un robinet à rumeurs terrible, avec des propos qui sont souvent, enfin pas souvent, mais parfois qui sont tout à fait excessifs, ou des informations qui sont fausses. Et là c'est vraiment... Mais je pense que la liberté d'expression, pour autant, elle n'est pas menacée. C'est pas parce que des journaux ferment que la liberté d'expression est menacée, puisqu'il y a aujourd'hui l'Internet qui est quand même un vecteur d'information, de circulation de l'expression qui est très fort. Alors peut-être Denis Siffert, vous êtes directeur de Politis, donc un journal qui n'est pas adossé à un grand groupe financier et qui vit pour l'essentiel grâce à ses lecteurs. Quand vous entendez que la liberté d'expression n'est pas menacée, ça vous fait réagir? Oui, bien sûr, ça me fait réagir. Bon, Yves Tréhard dit quelque chose de tout à fait juste, à savoir que les médias et la presse écrite imprimée en particulier, notamment parce qu'elle a aussi besoin de se développer via le numérique, ont besoin de capitaux de plus en plus importants pour vivre, mais aussi pour se développer, parce que personne n'a envie d'être dans la marge et d'être dans la confidentialité.
Donc, si on veut se développer, on a besoin de capitaux. Donc naturellement, on aurait tendance à se tourner vers ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les grands groupes financiers. Et c'est vrai que sans ces grands groupes financiers, sans doute, un certain nombre de médias cesseraient d'exister. Et c'était d'ailleurs le cas déjà, en effet, à l'époque d'Hersan. La question est de savoir, quand on est sauvé, et je mets des guillemets, par un groupe financier, quel est le prix à payer pour les journalistes? Parce que le pluralisme, ce n'est pas simplement la somme de plusieurs journaux, c'est aussi la liberté et l'indépendance de chacun de ces médias. Si des médias qui seraient nombreux sur le marché de la presse, s'ils expriment tous le même point de vue, la même analyse, par exemple s'ils baignent dans le même creuset économique du libéralisme, par exemple, alors on a un pluralisme en trompe-l'œil. Et évidemment, ces financiers ne viennent pas sans faire payer chèrement leur contribution, leur rapport aux journalistes, aux lecteurs et au pluralisme en général. L'exemple, il faudrait presque remercier et rendre hommage à Bolloré et à Drahi d'avoir une actualité en ce moment débordante, parce que finalement, jusqu'à la caricature, ils servent ce que un certain nombre d'entre nous ont envie de dire sans doute ici. Je voyais par exemple, et vous l'avez lu aussi à peu près dans tous les journaux, Bolloré à Canal+. Alors il y avait un article, notamment dans Le Monde, il y a quelques jours, des consignes sont passées, alors vous savez l'affaire des Guignols, qui sont renvoyés encryptés et non plus de parution quotidienne. Et les textes des Guignols doivent être soumis à Bolloré avant diffusion. Et il y avait une longue liste des interdits, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin bon, des conseils amicaux de ne pas traiter tel ou tel sujet. Alors je le dis pêle-mêle ici, c'est presque risible, sauf que c'est aussi tragique pour le pluralisme. Il ne faut pas parler de la RATP parce que Bolloré a des gratuits dans le métro. Il ne faut pas parler de la mairie de Paris, alors il n'est pas complètement sectaire quand il s'agit de défendre ses affaires, parce qu'il y a un accord justement avec ces gratuits dans le métro. Il ne faut pas parler de l'Olympique de Marseille, parce qu'il a des intérêts à Marseille, en tout cas il ne faut pas en dire de mal. Il ne faut pas parler du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et un certain nombre de pays d'Afrique, parce qu'il a beaucoup d'affaires dans ces pays. Et j'ajouterais, ça n'était pas dit, enfin c'est assez d'autorité publique pour qu'on le répète ici, évidemment, et l'affaire des Guignols n'est pas très éloignée de ça, sans doute ne faut-il pas trop dire de mal de Sarkozy. Donc on voit bien, et ce qui était terrible dans cet article, c'est que, qui était dans Le Monde, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait un hiérarque déjà de la rédaction du Canal qui disait bon, on va s'en accommoder, on ne va pas entrer dans des règlements de compte permanents avec notre actionnaire. Donc on voit très bien le danger. Et là, évidemment, on peut peut-être dire, je ne sais pas, que Canal est sauvé dans un premier temps par un financier, mais on voit bien quel est le prix terrible de l'indépendance et du pluralisme qui est payé par ce média. Je dirais quand même qu'il y a une grosse différence. Alors, je ne veux pas défendre Hersan, que j'ai beaucoup combattu. Je disais toujours que j'adorais détester Hersan à l'époque parce qu'il était une cible rêvée pour, quand on faisait du syndicalisme et quand on menait des batailles pour le pluralisme. Mais il y a une différence entre Hersan et Drahi et Bolloré, par exemple. C'est que, d'une certaine façon, Hersan, il était dans la galère, il était dans le bateau. Il a fait probablement des licenciements, etc., au Figaro et dans ses journaux, mais c'était sa chose pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le meilleur, c'est qu'il était à sa façon attaché à la survie de ces journaux et de ce journal. Aujourd'hui, on a affaire à des financiers pour qui ces médias sont de cette façon une activité annexe, des réseaux, des vecteurs d'influence qui servent à développer leur business. C'est-à-dire que si demain l'Express crève, et malheureusement, c'est pas complètement impossible quand on voit les licenciements qui ont été décidés par 150. Drahi, effectivement, Drahi continuera d'exister.
avec Numéritable, il achète avec ses dettes de toute façon, et c'est pas ça qui va arrêter son business. Et Bolloré d'ailleurs dit que pour lui les médias c'est un business. Donc c'est des gens d'une certaine façon pour qui les affaires sont ailleurs. Et l'appropriation de médias sert vraiment de vecteur d'influence à la fois politique, mais aussi, bien entendu, commerciale, pour diffuser, pour faire des affaires, pour faire leurs affaires. Et ça, c'est vraiment la différence entre les propriétaires d'autrefois, même détestables, même paternalistes, même exclusifs, même tyranniques, et les financiers d'aujourd'hui. On est passé dans autre chose, et on est passé dans autre chose. Évidemment, c'est pas sans préjudice, ni pour le pluralisme, y compris quand il se donne l'apparence d'avoir sauvé des médias, mais c'est également pas disons, neutre, parce qu'il n'y a pas que l'interventionnisme. Alors, j'ai cité Bolloré, qui est une caricature, en effet, en matière d'interventionnisme, mais on sait bien aussi qu'il y a une sorte d'interventionnisme en creux, qui consiste à mettre en place les gens qui seront fidèles, dociles et soumis, à qui on n'a plus besoin de rien dire, et on sait très bien aussi qu'il est très difficile dans les journaux que possèdent ces gens, par exemple, d'avoir une autre grille de lecture que la grille de lecture libérale qui est dominante. Donc c'est en cela que la question du pluralisme est une question complexe et qui peut parfois nous induire à avoir un certain nombre de trompe-l'œil. On dit, il a sauvé un journal, oui, mais à quel prix ? J'ajoute, pour compléter le portrait de Bolloré, c'est qu'il a racheté hier les studios de Boulogne, qui sont ceux où sont tournés le Grand Journal. Donc ça veut dire, bon voilà, la boucle est bouclée. Patrick Appel-Muller, alors je dirais peut-être tu, vous à tout le monde, mais voilà, là je vais dire vous, parce j'ai vu qu'on avait une mise en scène. Ça va faire drôle. On est sur un plateau télé, c'est nouveau. Dans ce paysage, l'humanité continue à vivre et à faire appel à ses lecteurs. C'est d'ailleurs, comme Politis, la principale source de financement de l'humanité. Quand on voit tout ce paysage, j'ai envie de dire au directeur de la rédaction de l'Humanité, est-ce qu'il a envie d'être là le matin en disant « il faut qu'on se batte dans cet univers ». Évidemment, il faut qu'on se batte dans cet univers, il faut donc bien le connaître, bien le comprendre, et bien voir par exemple pourquoi cette accélération incroyable d'une concentration qui effectivement a démarré depuis des années, et qui aujourd'hui se fait, je dirais, à visage découvert. On a rarement vu des patrons de presse comme Bolloré faire un ménage aussi rapide et aussi complet. Bien sûr, quand le trio Neil Pigas-Berger a pris le monde, ils ont évincé Fotorino. Quand le promoteur Ledoux avait pris possession de Libération, il avait évincé Julie, mais ça restait un peu à la marge. Là, Bolloré fait le grand ménage et il juge, il pense que ça ne pose aucun problème d'imposer l'idée que dans la presse, celui qui paye décide. Il faudrait se poser aussi une question, pourquoi se fait-il que ces journaux, ces quotidiens nationaux, soient tous déficitaires dans leur exploitation et qu'il y ait des groupes qui sont pourtant préoccupés par le taux de marge, les dividendes, etc., achètent des journaux déficitaires? Mais je crois qu'il y a deux facteurs pour l'expliquer. Je crois que la volonté de maintenir la presse quotidienne nationale dans une situation économique difficile est aussi une volonté politique. Parce qu'elle permet précisément d'en prendre plus facilement le contrôle. Quand des journalistes sont aujourd'hui à 90% embauchés en CDD ou sur pige et n'ont plus d'emploi stable, quand ils savent que les charrettes vont suivre, on parle de 150 à l'Express, mais il y en a eu à Libération, il y en a eu dans beaucoup d'autres journaux, s'impose ainsi une très grande faiblesse de la presse face aux puissances du CAC 40, mais qui n'achètent pas pour faire des bénéfices, mais qui achètent pour posséder un moyen, un vecteur d'influence puissant. Vecteur d'influence sur l'opinion d'abord.
Pourquoi croyez-vous que Bernard Arnault vient de racheter le Parisien? C'est pas essentiellement au lecteur du Parisien que le groupe LVMH spécialisé dans le luxe va vendre des sacs Vuitton. Mais en revanche, ce groupe qui est un des champions du versement des dividendes, je crois que M. Arnault touche plus de 85, a vu sa fortune personnelle augmenter de plus de 85 000 € par minute en 2014, mais pour précisément peser sur l'opinion publique. Et c'est d'abord ça qui explique que des grands groupes comme ceux qui sont engagés par exemple dans la communication se livrent des batailles par contrôle de la presse interposée. Si Xavier Niel s'est lancé dans l'aventure du Monde et si M. Drahi a été choisi par les banques parce qu'il achète à crédit, il n'achète pas sur ses moyens propres, ce sont les banques qui financent tous ces achats aujourd'hui. S'il rachète Libération, l'Express, etc., c'est un épisode à la fois de la guerre des télécommunications, des communications, des moyens de transformer de transporter l'information, mais aussi de constituer et de créer de l'information qui est en train de se jouer et de se dérouler là. La deuxième chose, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pouvoir contrôler l'information qui sort. Et de ce point de vue, nous avons un paysage de l'information en France qui est, à l'exception, je parle pour la presse quotidienne, parce qu'évidemment, il y a d'autres journaux critiques indépendants comme Politis, mais c'est le CAC 40 qui, en dehors de La Croix et de l'Humanité, possède tous les quotidiens nationaux. On voit même des espèces d'ovnis qui n'ont de raison d'être que de porter l'opinion patronale, comme ce journal L'Opinion, qui vend misérablement à quelques milliers d'exemplaires, qui est totalement déficitaire, et qui n'existe que pour une chose, apporter encore une pierre plus explicite à un discours patronal pourtant largement relayé par d'autres quotidiens. Derrière ça, c'est évidemment un enjeu de démocratie fort que ne libère pas aujourd'hui, ne libère pas les nouveaux moyens de communication comme Internet. Ce qui domine la diffusion de l'information sur Internet, ben c'est d'abord Google. C'est ensuite TF1 en France. C'est-à-dire de grands groupes qui ont les mêmes, regardons les clics, regardons la consultation, et il est aujourd'hui en train de se manifester sur l'univers d'Internet la même concentration, la même domination. D'ailleurs, quelqu'un comme Xavier Niel a mis des œufs dans de multiples paniers, notamment dans des sites d'information. Il est rentré au capital de Mediapart, de Bakchich, d'Atlantico, de Causeur, d'OVNI. Xavier Niel avait une formule très franche. Il disait « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans un canard et ensuite ils me foutent la paix ». C'est une stratégie qui a des buts politiques et je pense que l'accélération à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est pas sans rapport avec la perspective d'élections présidentielles dans très peu de temps. Je crois que l'enjeu est assez majeur aujourd'hui pour les citoyens. La démocratie, c'est un pilier, le pluralisme, c'est un pilier de la démocratie, au même titre que le droit de vote, que le droit de s'organiser dans des partis, dans des syndicats, le droit de manifester. Et nous sommes dans un monde tellement plus complexe que celui que nous vivions aujourd'hui. Les citoyens devraient être appelés à des décisions à des niveaux tellement plus importants quand la planète peut être menacée tout aussi bien par une guerre nucléaire que par la dégradation du climat, qu'ils doivent posséder l'ensemble des informations qui leur permettent de décider en connaissance de cause, en conscience des problèmes. Or aujourd'hui, nous assistons au contraire à une volonté de juguler l'information. Alors, on aura l'occasion de revenir sur les moyens de dépasser cela. L'opinion et les citoyens ne sont pas pour autant dupes de cet ensemble d'informations. Je rappelle cet épisode assez formidable de 2005 et du référendum sur la Constitution. L'ensemble des quotidiens nationaux, tous les grands moyens audiovisuels ont été mobilisés en faveur du oui, ont résisté l'Humanité pour les quotidiens, Politis aussi pour les hebdomadaires qui, eux, ont montré et donné les arguments du non. 56% des électeurs avaient choisi le non, alors que 99% des médias avaient choisi le oui. Ça prouve aussi qu'il y a une réaction, une capacité des citoyens à
résister à ce qui est un matraquage, mais il est évident que sur ce plan, on a besoin que l'information puisse circuler plus rapidement pour aussi dépasser les frilosités ou les gels d'une opinion qui est en attente d'information. Il y a quelques mois, au niveau de la FILPAC CGT, vous aviez proposé une loi sur l'information, justement parce que vous considériez que la défense du pluralisme n'était pas la seule enfin, le seul aspect de la situation actuelle. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer si vous êtes toujours sur cette proposition ou comment vous la sentez aujourd'hui, après ce qu'on vient de se dire? Une loi sur l'information, ça veut dire que déjà de régler la question, une loi qui puisse être appliquée, qui puisse être supérieure à l'économie de marché libérale qui a envahi effectivement la presse et beaucoup l'ont dit, qui ont modifié considérablement les rapports sociaux au sein de la presse, y compris les rapports coopératifs qu'il pouvait y avoir, ou les rapports de coopération ou de coproduction ou de co-distribution. Voilà. C'est une loi sur l'information, c'est d'abord une loi qui contrecarre ce qui a été mis en place depuis 2008 et depuis les différents décrets de réorientation des aides à la presse qui ont confirmé ce que vous disiez, mon cher Claude, voilà, un champion ou des champions nationaux à dimension internationale. Une loi sur la presse, c'est pour nous également une loi qui ne se satisfait pas de la puissance de feu, évidemment, à qui il faudra imposer une réglementation de puissance de feu des banques. On a parlé de Bolloré, parlons aussi du plus grand propriétaire de presse en France, qui est quand même le Crédit Mutuel, et son célèbre président Michel Lucas, historique, qui fait provocation sur provocation et qui dit moi je vais faire ce que j'ai envie de faire, et puis c'est comme ça, c'est moi qui commande. Et qui contrôle le groupe EBRA qui fait à peu près la moitié est de la France. Un tiers de la presse quotidienne régionale. Donc, licenciement, affaiblissement des statuts. Donc, une loi sur la presse, c'est une loi qui puisse contrebalancer ça. Ce combat, on le mène et on a conscience qu'on ne peut pas le mener simplement sur des aspects catégoriels ou corporatistes. J'entends bien l'indépendance du journaliste ou l'indépendance dans les médias de la profession de journaliste est un élément important, mais il nous semble que cet élément, par le statut social des journalistes, sa défense qu'il faut par ailleurs mener, ce n'est pas suffisant pour effectivement répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Une loi sur la presse et sur la liberté de l'information, c'est une loi qui doit également s'attaquer au major du numérique. Et parlons de Google. Et là aussi, on a pu constater, est-ce qu'on veut toujours mener ce combat? Évidemment que nous, on veut le mener. On a quand même pu constater que nos patrons, dans une grande unanimité, ont quand même négocié avec Google quelques miettes d'argent, frais, soi-disant, 60 millions d'euros sur 3 ans, pardon. Et puis que, effectivement, Google ne paye absolument pas d'impôts sur le territoire français, fait quasiment ce qu'il a envie de faire, et puis allègrement la richesse, effectivement, produite par les titres, les rédactions françaises. C'est ça, la dimension de notre combat, et c'est pour cette raison que je voudrais dire juste un petit mot sur pourquoi, à la CGT, on milite pour amener ce niveau de débat et ce niveau d'opposition à l'ère du temps. C'est qu'il y a une chose flagrante dans nos professions, il y a une forme de démoralisation, il y a une forme de dépression générale qui semble dire qu'il n'y a pas d'autre alternative à la situation telle qu'on la vit. Et en tant que salarié de la presse, alors quand on vous dit qu'en plus de ça,
le papier n'existera plus dans 6 mois ou en 2038, parce qu'il y en a qui ont fait des comptes très précis. Ils savent exactement Australien, oui. quand tout va s'arrêter. Bon, ils sont super balèzes. Voilà. Donc, je veux dire que combattre cette grande dépression, c'est effectivement amener à décloisonner la bataille syndicale, de la bataille pour la démocratie, de la bataille politique. Et ça, c'est notre ambition. Et au travers de cette loi sur l'information, de ce débat nécessaire, c'est ça qu'on voudrait effectivement porter. Mais vous voyez que la marche est extrêmement haute et que, voilà, même la toute-puissance du livre, parce que certains ont encore cette mythologie, ne va pas suffire disons, à mettre à bas ce qui est déjà quelque chose de construit. Donc il y a regarder les choses en face et prendre la décision effectivement de décloisonner et de mener ces grandes batailles, de ne surtout pas les abandonner. L'humanité, Politis, les débats au sein du Figaro, au sein de la presse quotidienne nationale doivent porter tout ça. Et nous, on souhaiterait effectivement que les titres de presse, les rédactions s'emparent effectivement de ce débat, se posent la question de leur avenir propre en tant que journal. Et c'est en ce sens qu'on fait aussi un appel pour que n'y ait pas qu'une pensée unique qui apparaisse sur ces questions-là, quoi, dans nos médias. Yves Tréhard, je vais vous donner la parole. Juste peut-être, vous aviez cité Claude Cabane tout à l'heure, je vous en remercie. Je vais citer Roland Leroy, qui disait, lorsqu'il était directeur de la rédaction de l'Humanité, que pour être juste, les aides à la presse devaient être inégalitaires. Aujourd'hui, elles le sont, elles sont bien inégalitaires, mais c'est quand même, puisque vous êtes là, on va dire c'est le Figaro qui touche le plus, 16 millions d'euros. Ça vous permet de faire une application en mandarin, grâce au fonds Google. Au fonds stratégique, par contre, pour l'innovation numérique, c'est très bien. Est-ce que vous préconisez, est-ce que vous avez le sentiment aussi que pour que les aides à la presse, parce qu'il va y avoir bientôt le rapport Mettling qui va sortir, ça a besoin d'être aussi tenir compte de cette situation. Et vous pouvez bien sûr réagir aux propos contenus les uns et les autres. Oui, les aides à la presse, de toute manière, pour que le public soit bien au courant, il y a des aides à la presse directe et il y a des aides à la presse indirectes. Les aides à la presse directe, il y a des journaux qui la refusent. Je parle pour le papier. Par exemple, le Figaro refuse l'aide à la presse directe. En revanche, il bénéficie, c'est vrai, d'aide à la presse indirecte. Un des exemples les plus simples à faire comprendre, c'est par exemple l'acheminement postal du journal, puisqu'on a des tarifs postaux. Ça va peut-être disparaître d'ailleurs, normalement, parce que la Poste est aussi en train de changer, qui sont plus favorables que pour un Kidam. Et je suis d'accord avec Leroy pour dire que ces aides à la presse, pour être efficaces, il faut qu'elles soient inégalitaires, évidemment. Et de toute manière, d'un titre qui se porte plutôt bien, comme le Figaro, il n'a pas du tout intérêt à recevoir des aides à la presse, puisque c'est aussi une marque d'indépendance de ne pas recevoir ces aides à la presse. Il y a d'indépendance éditoriale. Ce que je voudrais rebondir, moi, je voudrais dire 2-3 choses. La première, c'est qu'on parle de concentration. En fait, le vrai mot, c'est pas la concentration, c'est la convergence. Celui qui avait vu la chose le premier et qui voulait s'engager là-dedans, c'est Jean-Marie Messier. C'est-à-dire, pour faire schématique, maîtriser à la fois le tuyau et ce qu'on met dans le tuyau. Et on voit que, qu'est-ce que fait Patrick Drahi aujourd'hui? C'est ça. C'est-à-dire qu'il a le tuyau et il veut maîtriser ce qu'il y a dans le tuyau. Qu'est-ce que fait Google? C'est exactement ça. Google, il crée Google Télé, Google, c'est quasiment un éditeur de presse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il maîtrise ce qu'il publie et il a le tuyau. Qu'est-ce que fait Xavier Niel? Xavier Niel, il est dans la téléphonie aussi, et on sait que l'avenir de l'information, qu'on le veuille ou non, c'est ça maintenant. Hein. Dans quelques années, on est bombardé d'alertes, d'ailleurs, qui peuvent, d'une certaine façon, modeler la réflexion des lecteurs ou des citoyens. Et ce que veut faire absolument notre ami Niel, enfin, qui n'est pas mon ami, c'est maîtriser le tube avec toutes ses activités dans la téléphonie mobile, et puis d'avoir un pied dans un journal. C'est le cas
avec le monde. Et elle est là, la véritable menace, d'une certaine façon. Elle est là, c'est la convergence, d'une certaine façon. Même si je comprends tout à fait ceux qui l'opèrent, cette convergence, ils y voient leur intérêt. Mais là où je ne suis pas d'accord, jamais une loi ne pourra s'opposer à ça. Pourquoi? Parce qu'avec le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais les États les États volent en éclats. Les États n'ont plus de pouvoir. Vous voyez bien avec Google, ils passent les frontières, ils ne payent pas d'impôts. Google, c'est un omnipotent, il est sur le monde entier. Et aucun État peut aller à l'encontre de Google. Ou alors il faudrait qu'il y ait une organisation interétatique qui dise stop. Et à ce moment-là, eh ben, on dirait, on ne trouverait pas ça normal non plus. Il faut trouver une alors là vous allez dire c'est un propos d'un garçon de droite, c'est vrai, une autorégulation, j'y crois beaucoup plus, qui est compliqué à trouver, qu'une loi à l'intérieur de notre petite frontière qui va pouvoir empêcher M. Drahi, M. Google ou M. je ne sais qui, Niel, de faire comme il l'entend. Ils s'en foutent. Parce que si on les empêche en France, ils iront s'installer en Belgique et puis ils feront la même chose. Pour l'essentiel, Drahi est aux Pays-Bas, Google est en Irlande. Non, ils viennent de déménager aux Pays-Bas. Ouais. Et puis, de toute façon, ils étaient quand même pas... Donc c'est pas avec une loi, si vous voulez, la meilleure... Et si une loi permettait au moins qu'ils payent ce qu'ils produisent en France. Mais vous voyez bien qu'on n'arrive même pas... je ne sais plus qui parlait, tout à l'heure, on parlait c'est toi Patrick, de 60 millions de francs pour essayer de faire cracher au bassinet Google qui exerce un pillage quotidien de tout ce qu'on produit. C'est rien, quoi. On n'arrive pas à se mettre d'accord. J'ai pas dit ça, mais je pense pas que ça soit la loi qui soit... Parlez avec le micro si vous réagissez. Voilà. Patrick. Oui, d'abord, en face de Google, soit on se couche, soit on résiste. Or, ce qui s'est passé, c'est que quand même, Google est venu signer un accord dans le bureau du président de la République qui a lui-même décidé cet accord. Il faut savoir d'ailleurs que ce fonds Google, qui soi-disant devait être redistribué à la presse, va à beaucoup de journaux, plutôt aux plus riches, et pas à l'Humanité, par exemple. Ce qui est quand même un scandale supplémentaire. C'est un fonds qui, au bout du compte, alimente les mêmes phénomènes de concentration et ne joue absolument pas en faveur du pluralisme. C'est vrai que la question de l'information, comme celle de l'économie, comme celle de la finance, est une question qui ne peut être enfermée dans les seules frontières du pays. Mais en revanche, ça ne signifie pas l'impuissance. Et il peut y avoir des actions nationales pour favoriser l'information. On parlait tout à l'heure de dispositifs inégalitaires en faveur de la presse. Mais aujourd'hui, il y a notamment le dispositif majeur de distribution de l'argent public à la presse, c'est l'aide au financement à projet. Mais évidemment, les journaux les plus riches peuvent investir le plus, donc reçoivent le plus d'investissements publics. Et au bout du compte, il y avait un article du Canard enchaîné qui avait rapporté l'aide publique aux journaux, aux fortunes du CAC 40, et on s'apercevait effectivement que c'était les grandes fortunes du CAC 40 qui recevaient infiniment plus d'argent public pour la presse que les journaux indépendants et libres. Donc il peut y avoir des dispositifs qui à la fois maîtrisent, contrôlent l'information, permettent le redéveloppement des réseaux de distribution. Moi, je ne suis pas fataliste à cet égard. Il y a un pays voisin, l'Allemagne, il y a 120 000 points de vente de journaux. Nous sommes à 26 000 en France. On ne va pas nous expliquer que l'Allemagne est un archaïsme avéré sur le plan économique. Il serait possible d'exercer, non pas à la manière allemande, parce qu'elle ne favorise pas forcément le pluralisme, mais un réseau de distribution qui permette à chacun d'accéder au journal et de pouvoir l'acheter. De la même façon, il serait possible de favoriser la constitution de structures coopératives dynamisées, aidées, appuyées, pour permettre que la presse ne soit pas déficitaire et donc sujette à toutes les affluences possibles. Ce sont des dispositifs qui méritaient d'être débattus et l'Humanité fait la proposition de la tenue d'une conférence nationale
pour la sauvegarde de la presse. J'ajouterai une chose, c'est que dans ce phénomène se conjuguent beaucoup de choses. Il faut savoir que l'humanité est confrontée à de fortes difficultés de trésorerie, dont beaucoup ont dû entendre parler dans la dernière période, s'est adressée aux banques pour obtenir un prêt relais de 2 millions. Un prêt relais sur 3 ans, 2 ans même. Toutes ont refusé. Elles accordent pourtant des dizaines de millions d'euros à M. Drahi pour racheter des journaux, dont il n'a pas le traître euro au départ. Il vit sur la dette. Donc il faut quand même rapporter ça. Et je voudrais dire aussi qu'il y a un paradoxe et une inégalité qui aujourd'hui est flagrante. Les lecteurs de l'Humanité, pour permettre au journal de survivre, depuis le début du mois de janvier, ont versé 2,5 millions d'euros de souscription pour sauver le journal et ont prêté 600 000 euros. Je le rapporte à un événement dont tout le monde se souvient au moment des difficultés de Charlie. Autour de Charlie, c'était 2,7 millions d'euros qui ont été récoltés. C'est plus encore pour l'Humanité. Mais nos lecteurs sont pénalisés. Non seulement il leur est plus difficile de trouver le journal, mais ils le payent 2 ou 3 fois. Donc effectivement, il faut rétablir un véritable pluralisme qui permette que des aides plus fortes soient accordées à la presse indépendante, que des dispositifs l'accompagnent et permettent aussi éventuellement la création de nouveaux titres. Oui, alors je ne vous dirai pas ici que je suis contre le pluralisme, ça vous étonnerait, et d'ailleurs je ne le dirai pas. Mais en revanche, j'apporterai quand même une nuance entre le pluralisme et la démocratie. Car il peut y avoir un pluralisme de façade, dont il faut se méfier. On a l'expérience avec la multiplication des chaînes de télévision, qui plus elles ont été nombreuses, plus elles ont fini par se ressembler, et finalement on a un pluralisme d'apparence. Je dirais une pluralité plus qu'un pluralisme. Pluralité, voilà. Ouais. Mais on a en réalité un contenu qui est très semblable. Et donc les journaux et la presse en général courent aujourd'hui 3 risques. C'est le risque, bien entendu, de la disparition, faute de capitaux, et faute aussi de distribution, pour ce qui, quand on parle de la presse imprimée, parce qu'il y a une vraie crise de la distribution. Le deuxième risque, c'est la mise en coupe réglée par des grands patrons financiers. On évoquait tout à l'heure, on a été plusieurs ici à évoquer Bolloré et Drahi, et il y en a quelques autres. Et le troisième risque dont on parle moins et auquel on est apparemment moins sensible, mais qui est redoutable aussi, c'est celui de la marginalisation, c'est-à-dire du renvoi d'une sorte de confidentialité des journaux qui ne pensent pas bien. Et on est menacé par cette marginalisation aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, Patrick évoquait l'exemple fameux du référendum de 2005, et on voit bien qu'il y a une sorte de pensée dominante, en particulier dans le domaine économique, mais sur tous les thèmes de l'actualité. On le voit aujourd'hui sur la question du code du travail, par exemple. Il y a toute une sémantique qui est reprise à l'envi par tout le monde sur c'est illisible, c'est vieux jeu, c'est ringard, c'est le Front populaire et c'est avant-guerre, que sais-je encore. Enfin, on entend... il y a une sorte d'hégémonie de ce discours. Dire le contraire, c'est très difficile. C'est pas difficile de dire le contraire. On peut faire son blog, on peut avoir aussi une feuille de chou personnelle, etc. Mais pour se faire entendre, parce que nous sommes tous dans la même quête, qui est un combat de l'opinion, en fait, pour conquérir de l'audience dans l'opinion. C'est-à-dire faire passer, sinon des idées, parce qu'on va nous renvoyer là à des grands débats idéologiques, en tout cas à des grilles de lecture qui sont différentes. Et le grand mal dont souffre aujourd'hui, disons, la grande presse, comme on dit, bon, je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu indifférencié, mais employons-le quand même, c'est le discours sur « il n'y a pas d'alternative ».
Il n'y a pas d'alternative au libéralisme. Il n'y a pas d'alternative à la question de la dette et au combat contre les déficits publics, etc., etc. Il y a un discours qui est hégémonique, un discours de plomb, un discours tyrannique, en somme. Et faire entendre un autre discours, c'est extrêmement difficile quand on demande à des gens dont c'est l'intérêt d'entretenir ce discours de vous financer. Et on est tous, et c'est là qu'on est dans le risque de la marginalité, qu'on est dans le risque de la confidentialité, et c'est évidemment, personne ne souhaite être, sauf à faire en effet son blog ou son petit journal très honorable, disons, dans sa localité, etc. Mais si on veut vraiment mener ce combat pour imposer une grille de lecture qui dit il y a toujours une alternative, il y a toujours un autre discours, alors on a énormément de mal, en effet, à trouver des capitaux. Alors évidemment, on se tourne vers l'État et on est à contre-courant, déjà, de toute l'ambiance générale, où on voit bien que c'est le moins d'État qui est la grande tendance de l'époque. Cependant, je pense que cette bataille, il faut la mener, en effet. Et là, je suis d'accord sur le mot qui est prêté à Roland Leroy, je crois, sur le fait que l'aide doit être inégalitaire, c'est-à-dire en fait profondément égalitaire, au sens où, jusqu'à maintenant, tous les journaux étaient aidés de façon indistincte, que ce soit des journaux de divertissement, comme on dit, des journaux people, des journaux de télévision qui sont aidés comme les autres, c'est-à-dire plus que les autres, parce que comme ils ont un très fort tirage, ou des journaux qui ont de très fortes recettes de publicitaires, c'est-à-dire que justement, d'une certaine façon, le CAC 40 fait coup double en s'appropriant ces journaux et en plus en s'appropriant des espaces de publicité. Et les autres médias, en effet, eh bien, ils sont dans la marge, ils sont retenus, disons, s'ils défendent une idée qui est une alternative précisément à ces idées dominantes, et bien évidemment, ils ne vont pas trouver les financements en rapport avec les nécessités de développement. Et on est, je termine là-dessus, on est dans une voie très étroite, parce qu'à la fois, on est dans une crise du papier, assurément, et on est aussi dans une mutation. C'est peut-être le mot optimiste qu'on peut aussi retenir, mais je pense qu'à l'avenir, grâce au numérique notamment, la presse va trouver un second souffle, mais dans ce chenal, je dirais, ce passage étroit, cette mutation, beaucoup d'entre nous peuvent disparaître, ou en tout cas être, disons, confinés dans la marge, et c'est-à-dire de ne plus pouvoir véritablement toucher une audience pour convaincre qu'il y a toujours une autre alternative. Merci. Nous sommes très proches de la fin de ce débat. Peut-être si quelqu'un veut réagir, Marc, tu avais envie, je pense que ça brûlait. Oui, ça brûle les lèvres, mais c'est pas pour relancer le débat, c'est simplement pour donner quelques rendez-vous. On est convaincu. Alors, le 21 septembre, il va y avoir un rapport qui s'appelle le rapport Mettling, qui va apparaître, qui est sur la transition, justement, ou la mutation numérique de la société. C'est un rapport qui fait suite à... c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, c'est qui fait suite au rapport Combrexel qui modifie ou qui va modifier considérablement, ou qui veut modifier considérablement les termes du dialogue social. Ce rapport Combrexel fait suite à une loi Rebsamen qui, effectivement, diminue, entre autres, notamment par 2 ou par 3, la représentation du salariat. Et cette loi Rebsamen fait juste suite à une loi Macron qui est passée avec le 49.3 pendant tout cet été. Et donc, nous, on est convaincus que l'ambition de ne pas accepter le fait qu'il n'y ait pas d'alternative va être là cruciale à partir du 21 septembre, parce que la loi préparée sur le numérique va toucher à tous ces aspects de démocratie. Alors, effectivement, la question sociale, mais derrière aussi la question démocratique. Et c'est pas trop tard pour mener effectivement ce combat-là. Mais pour le mener, il faut avoir effectivement l'ambition de ne pas, quand ça va devenir difficile, parce que c'est devenu difficile, de ne pas lâcher l'affaire et puis aller faire la sieste. Évidemment, c'est peut-être plus simple, c'est peut-être plus de regarder à côté, voilà. Mais là, il y a encore un espace, mais il y a un espace de lutte, et c'est un espace de combat. Et nous,
au niveau de la FILPAC CGT, on va donner un certain nombre de rendez-vous aux éditeurs et aux titres de presse, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme, pour justement engager, avec les salariés de la profession, engager ce débat-là. Alors Yves Tréhard. Je voudrais dire 2 mots simplement. Ça fait très très longtemps quand même que le monde de la formation en France va très très mal. Hein. C'est pas récent. On parle de la disparition. Regardez, juste après-guerre, il y avait une vingtaine de journaux nationaux en France. Je dis bien nationaux. Il y en a combien aujourd'hui? Il y en a 4, 5 hein. Oui, il y a le Figaro, il y a toutes les opinions sont représentées parce qu'il y a le Figaro, il y a l'Humanité, il y a Libération, il y a Le Monde, qui défendent tous, enfin qui ne sont pas du tout positionnés sur les mêmes créneaux idéologiques. Et le mot idéologique, j'en viens là. Si la presse aussi va mal, alors on va voir ce que la révolution numérique va faire, mais si la presse va mal aussi, c'est parce que le monde s'est considérablement désidéologisé. Les idéologies ne sont plus là. Il n'y a plus d'idéologie. Donc, d'ailleurs, l'humanité en est, d'une certaine façon, l'une des premières victimes. Il y a une désidéalisation de l'opinion. C'est flagrant. Tout le monde, c'est vrai quand vous disiez que tout le monde pense la même chose aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un mainstream dans l'opinion publique qui trouve son écho dans le fait que les gens ne lisent quasiment plus de journaux. Et ça, c'est quand même une chose, Patrick, tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure, c'est une chose qui est très singulière à la France. C'est-à-dire que la France a toujours eu une presse très faible, très très faible par rapport à l'Angleterre, pour ce qui est de l'Europe. Elle a une presse magazine très forte, en revanche, elle a une presse magazine très forte par rapport aux autres pays. Elle a une presse magazine très forte, mais les magazines, si j'en crois les chiffres, sont en train de se casser la figure sérieusement en ce moment. Très fort. On croyait que justement l'information numérique porterait un coup fatal à la presse quotidienne, et même si pour la presse quotidienne c'est dur, c'est plutôt la presse magazine qui en fait les frais. Je parle de l'Express, du Point, du Nouvel Obs et de quelques autres. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est qu'il faut absolument profiter de la révolution numérique pour essayer de ne pas, nous autres journalistes, se faire déposséder de notre rôle. Parce que c'est ça dont c'est ce que je redoute le plus, c'est qu'il y ait une dépossession de l'information par, d'une part, des intérêts financiers qui ne sont pas toujours très compatibles avec nous autres, ce qu'on veut faire, et par aussi le public qui considère que le journaliste n'est plus un relais. Il y a quelque sorte une ubérisation de l'information. Ça serait dramatique. Moi, je voudrais juste faire quelques remarques, parce qu'il va falloir conclure le débat. Mais la première, c'est que l'autorégulation de contrôle de l'information dans le cadre d'une information mondialisée, quand on a vu ce que ça donnait au niveau des banques, quand on voit ce que ça donne au niveau des grandes compagnies multinationales, je crois qu'on ne peut pas y croire une seconde. Leur seule autorégulation, c'est celle du profit et de l'influence maximum. Et donc je crois qu'on ne peut pas compter sur elle pour permettre l'existence du pluralisme. Deuxième chose, oui, il y a de grandes mutations du paysage de l'information. L'information digitale, l'information numérique sont rentrées, mais je dirais que c'est une révolution, sans doute d'une ampleur un peu plus considérable que celle qu'on a connue au moment de l'irruption de la radio, qui tout d'un coup donnait les informations bien plus vite que l'écrit. On a eu la télévision qui tout d'un coup a bouleversé également le paysage de l'écrit, et certains journaux ont souffert de n'être plus que des accompagnateurs des sujets télé. Il y a une révolution numérique, elle implique l'intérêt, l'usage du papier parce qu'il permet une vision cohérente du monde. Et précisément, il y a un travail pour casser la capacité à se donner des visions cohérentes du monde, un regard sur le monde. Parce que la presse, c'est d'abord de l'idéologie, c'est le regard sur le monde qui est porté, c'est la hiérarchie dans un journal, c'est le choix de ses sujets, et ce n'est jamais neutre, c'est toujours engagé, c'est toujours... voilà, donc la presse écrite a l'immense qualité qui est mal présentée, moins représentée dans Internet, de présenter ce panorama.
Ensuite, je voudrais quand même relever que ce paysage où le pluralisme régresse à grands pas dans la presse écrite, cette domination par des grands groupes, contamine l'ensemble du système d'information. Et par exemple l'audiovisuel, où aussi bien l'audiovisuel public que l'audiovisuel privé ne tiennent qu'une pensée unique. Par exemple, les journalistes de l'Humanité sont quasiment exclus des grandes chaînes d'information, sont exclus des débats pluralistes. France Inter devait par exemple mettre en place des partenariats de présence, comme il y a des journalistes du Figaro, comme il y a des journalistes du Écho, comme il y a des journalistes du Monde, comme il y a des journalistes de Libération qui font des chroniques régulières sur France Inter. Il faut savoir que depuis plus de 15 ans, ça n'est pas le cas pour l'Humanité. C'est le cas de France Inter, je ne parle pas de France 2. Ensuite, sur la question de la pensée unique, je vais vous inviter à juger sur pièce en regardant ce qui va sortir sur la fête de l'Humanité. Vous qui y êtes, vous trouverez dans l'ensemble de la presse un certain nombre de regards sur ce qui s'est passé dans la fête qui n'ont rien à voir avec ce que c'est. Vous n'entendrez pas parler, par exemple, de l'énorme débat avec Yanis Varoufakis hier à l'Agora de l'Humanité qui débordait partout dans les allées et l'Agora était pleine. Non, ils auront choisi un autre moment de la fête. Ils ne seront que sur les divisions et pas sur ce débat très puissant qui anime la fête. C'est un journalisme de photocopieuse. Chacun redit les mêmes expressions, redit les mêmes choses, qui n'ont rien à voir avec la réalité, et beaucoup n'ont pas mis les pieds sur le terrain de la fête de l'Humanité. Vous aurez aussi l'occasion d'en juger avec les débats sur le Code du travail, où on nous explique tout d'un coup que parce qu'il y a beaucoup de pages, il faut simplifier ça, il faut casser ça, et puis il faut mettre des salariés qui sont évidemment toujours en position de faiblesse à la merci de discussions dans les entreprises. Tout d'un coup, la loi deviendrait l'ennemi de la protection des gens et des salariés. C'est quand même singulier. Qui va compter le nombre de pages du Code du commerce ou du Code pénal? On pourrait aussi liquider le Code pénal et garder une quinzaine de pages où on dirait que c'est à la merci du rapport entre le dominant et le dominé dans un conflit. Voilà, donc vous verrez les débats et vous saurez qu'un journal comme l'Humanité, j'imagine Politis aussi qui s'est déjà prononcé, donneront une autre vision de ce qu'est l'information. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de pente fatale, ni à la désidéologisation de la société, parce que par exemple, si vous avez jeté un coup d'œil au sondage IFOP que nous avons publié vendredi dans l'Humanité, vous aurez vu que les valeurs de gauche continuent à être très fortes dans la société. Elles continuent même à progresser dans toute une série de domaines de vraie gauche, d'attachement à des grandes transformations. Eh bien, ces valeurs n'ont pas encore trouvé de débouché. Elles peuvent aussi le trouver en matière d'information en se battant pour diffuser les moyens d'information qui donnent une autre vision, une vision critique de la société. Dans un univers où la presse, dans sa diffusion, régresse fortement, l'Humanité a plutôt tendance à pas trop mal résister. Denis, bon. Eh bien, il nous reste à remercier nos participants, Marc Perrade, Yves Tréhard, Patrick Appelmuller et Denis Siffer, et puis à laisser la place après un débat sur la culture, parce que là aussi il y a des combats à mener, et où je crois qu'il y a la participation de François Morel et de Philippe Torreton, entre autres, et le débat sera animé par Marie-Josée Sirac. Voilà la rencontre. Je vous remercie tous.